Daniel Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Brand Content Stratégique, le contenu comme levier de création de valeur que vous avez auto-publié en 2015 et que vous mettez à jour chaque année. Alors dans votre ouvrage, vous mentionnez notamment le fait que le marché du contenu est évalué aujourd'hui à 3,5 milliards d'euros par France Pub. C'est colossal. Oui, mais en fait, c'est plutôt sous-estimé parce que l'évaluation de France Pub 2018, elle prend en compte uniquement les médias propriétaires, hein, c'est comme ça qu'ils calculent, donc blog, réseaux sociaux, etc., et uniquement ce qui est sous-traité à des agences. C'est-à-dire que toutes les dépenses liées à des salariés qui travaillent dans les entreprises et qui produisent du contenu, et dans certaines entreprises, chez Louis Vuitton par exemple, c'est 150 personnes, chez Decathlon, ça va être plus de 70 personnes, ces dépenses souvent ne sont pas prises en compte. Donc on peut dire que le marché il est plutôt bien supérieur à 4 milliards d'euros. Alors c'est assez prometteur. Quelle est votre vision du brand content ? Alors d'abord, c'est vrai que le contenu, tout le monde en a besoin. J'ai fait une étude cet été sur les salles de cinéma indépendantes. Dans les salles de cinéma d'arrêt-essai, il y a une personne préposée à la création de contenu par salle de cinéma. Donc ça veut dire que toutes les PME, toutes les entreprises ont besoin, pour exister sur le web, de contenu. La vraie problématique qui est posée dans ce livre Brand Content Stratégique, c'est de bien distinguer ce que c'est que le contenu stratégique du contenu opportuniste ou tactique. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors, le mieux, c'est peut-être de prendre d'abord un ou deux exemples. D'entreprise, oui, voilà, qui illustre... Par exemple, Havana Club a développé du contenu stratégique depuis plus d'une dizaine d'années, notamment en lançant une initiative qui s'appelle Havana Cultura. Havana Cultura, c'est un site qui recense des artistes cubains, musiciens, photographes, peintres, etc. Et ces artistes sont donc très sérieusement sélectionnés, font l'objet de productions éditoriales et contribuent à valoriser Havana en valorisant la Havane et la culture de la Havane. Ce que je veux illustrer à travers cet exemple, c'est d'abord la durée. Ça fait plus de 10 ans que cette initiative existe. Et ensuite, c'est vraiment lié à l'image de Havana Club. Ça la nourrit, ça la valorise, ça fait de cette boisson une boisson quasiment culturelle. Et ça permet, lors des événements que Havana Club organise, avec notamment des pop-up stores ou des cafés, ça permet d'alimenter, d'animer tous ces événements. Si je prends un exemple, c'est passé plutôt dans le B2B, il y a le leader mondial de l'immobilier de bureau, du mobilier de bureau qui s'appelle Steelcase. Steelcase a depuis plusieurs années à la fois un showroom, parce que d'une certaine manière un showroom c'est aussi une visibilité du contenu, ils montrent leur mobilier en situation, et ils ont un magazine qui s'appelle 360 degrés qui est extrêmement bien fait sur la vie au bureau et la façon de s'asseoir et de tenir des réunions et d'exister dans le bureau. Ce contenu là aussi, il a plusieurs années, il donne du sens, il développe le business, il donne du sens à l'entreprise. Alors qu'est-ce que vous diriez quant à la recette d'une stratégie de contenu réussie ? Alors, il y a plusieurs choses à soigner. La première idée, c'est de choisir des thématiques qui soient attractives, qui soient en lien avec l'univers de la marque et qui aient un potentiel génératif, c'est-à-dire qui permettent de générer des nombreux contenus dans la durée. C'est qu'on développe une bibliothèque de contenu, pas un contenu isolé, mais vraiment une bibliothèque de contenus, qui sont d'ailleurs réutilisables, parce qu'un contenu ne doit pas être jeté. Un des gros défauts qu'on observe dans le marché du contenu, c'est le fait qu'on nourrit l'ogre Google ou l'ogre Facebook, et avec des contenus jetables. Et donc c'est une course en avant, une dépense d'énergie, là où il faudrait mieux faire moins de contenu, mais mieux de contenu, et que ce contenu puisse être réutilisé sous différentes formes ou sur différents canaux. Après, d'autres éléments clés du contenu, c'est que idéalement, le contenu doit pouvoir devenir non pas une source de coût, mais un élément de valeur. On s'aperçoit, si je prends l'exemple de Red Bull, c'est un des plus classiques. Red Bull, au début, ils payaient pour que ce contenu soit diffusé. Aujourd'hui, ils vendent leur contenu sur les marchés. Donc,
Si je dois résumer ce qui est clé dans le contenu stratégique, c'est de ne pas faire une opération isolée pendant 1 ou 2 ans et puis après on passe à autre chose. C'est vraiment de s'inscrire dans la durée, de s'inscrire avec une masse de contenu sur un certain nombre de lignes éditoriales, que ces contenus soient au service de l'identité de la marque, qu'ils soient vraiment de haute qualité et qu'ils aient un lien avec le business. Et si on réussit ça, on s'aperçoit que là, à ce moment-là, le contenu, il a une valeur extrêmement forte. Alors, si, pour conclure, vous évoquiez les tendances aujourd'hui. Alors, les tendances, maintenant, c'est un exercice que je fais chaque année, d'essayer de repérer qu'est-ce qui change sur le marché du contenu. Je dirais qu'il y a d'abord des tendances sur les acteurs, et ensuite, il y a des tendances sur les types de contenus. Sur les acteurs, ce qui est frappant, c'est la montée en puissance de la fonction de Brand Content Manager. Alors, ça a plein de noms. Au Canada, ils appellent ça chef du contenu, ils peuvent appeler ça head of content. Enfin, en tout cas, il y a un métier aujourd'hui chez l'annonceur qui passe d'ailleurs souvent par la création de newsroom ou de content factory, un métier de head of content donc chez les annonceurs. Et ça fait 3-4 ans que ça existe. Une autre tendance, toujours du point de vue des acteurs, c'est chez les régies publicitaires et dans les médias, la création d'agences spécialisées dans le contenu. C'est-à-dire que les médias ont toujours fait du contenu pour les marques. Via leur régie publicitaire, ils ont fait des opérations spéciales, ils ont fait des choses comme ça. Mais là, cette année, on a vu successivement Gantz de chez Prisma ou 14H, 14 Haussmann de Figaro, qui sont des agences qui sont vraiment dédiées à la production de contenu souvent propriétaires, c'est-à-dire qui appartiennent aux marques, qui peuvent utiliser comme ils veulent, avec une grande ambition, des équipes étoffées et des experts. Donc ça, c'est la première tendance que j'évoquerai, enfin, le premier groupe de tendances sur le marché. Après, la deuxième famille de tendances, qui est beaucoup plus large, c'est en termes de type de contenu. Là, il y a peut-être 4-5 sous-tendances qu'on peut évoquer. Donc, je vais en passer certaines plus vite. Par exemple, la tendance un peu évidente du podcast. Le podcast, ça fait un moment qu'on en parle, mais ça y est, les marques s'y sont mises. Elles créent du contenu audio, digital, divers et variés, que ce soit en B2B ou Veuve Clicquot qui a fait un podcast sur la Veuve Clicquot. Vous voyez, plein de sortes de contenus. Il y a une autre tendance sur les contenus. Alors, il faut revenir à la typologie que YouTube a proposée fin 2016 sur les 3 types de contenus qu'on appelle les contenus Hero, les contenus Hub et les contenus Help. Les contenus Hero, c'est les contenus un peu exceptionnels, les contenus phares qu'on utilise de manière ponctuelle, les contenus qui buzzent et les contenus viraux. Et on a eu beaucoup tendance au début à se focaliser là-dessus. C'est souvent des contenus qui, eux, sont opportunistes, parce qu'ils attirent l'attention à un moment donné, et puis après, on passe à autre chose. Ça risque d'être des coups d'épée dans l'eau, ou des allumettes qu'on grille, et puis après, on passe à une autre allumette. Il y a 2 autres types de contenus dans cette typologie vraiment importante. Il y a les contenus donc, hub, qui sont des contenus plutôt de fidélisation sur des centres d'intérêt, qui vont permettre d'entretenir le lien régulier avec son public. Et les contenus help, qui sont les contenus qui répondent à des questions de type tutoriel, fiches explicatives, qui, lorsqu'on a une requête sur Google par exemple, vous donnent la matière à comprendre le sujet pour lequel vous vous êtes posé des questions. Et ce qu'on constate, c'est que le hub et le help montent en puissance fortement. Et le hero doit être considéré, bien sûr, il a toujours son utilité, mais il ne faut pas se limiter à ça. Et dans le contenu help, il y a une tendance que je considère comme majeure, que j'appelle la culture produit, qui est le fait d'expliquer le pourquoi du comment du produit. À l'heure d'Amazon, on a absolument besoin de ces contenus. Si vous tapez, je vous conseille de faire l'exercice Alexa sur Amazon, vous verrez de quelle manière le produit Alexa est présenté sur le site d'Amazon. Il est présenté avec plusieurs couches d'explications, des explications techniques, des explications d'usage, des illustrations, des données chiffrées. Eh bien, cette culture produit, c'est-à-dire cette information de type pragmatique, qui explique comment on utilise les produits, comment ils sont faits, c'est quelque chose qui est extrêmement développé, qui est extrêmement utile, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la société d'aujourd'hui, les produits sont des produits invisibles. Ils ont des
des éléments cachés, ils ont des logiciels. Et donc, alors qu'il y a 50 ans, on savait intuitivement quand on achetait un produit ce qu'on achetait, aujourd'hui, beaucoup des produits sont des produits invisibles. Donc, la culture produit, elle est indispensable parce que le e-commerce nécessite qu'on explique les produits et parce que les produits qu'on doit acheter sont des produits qu'on a besoin de comprendre, dont on a besoin d'avoir le mode d'emploi. Donc, vous voyez, ce qu'on peut tirer comme enseignement aussi de cette évolution du help et du culture produit, c'est que là où la créativité, qui était l'apanage des agences de publicité, était un peu le maître mot dans le domaine de la communication, là aujourd'hui, ça va être la valeur d'usage. Est-ce que l'information qu'on apporte au consommateur l'éclaire, lui est utile? Est-ce que le mode d'emploi est intéressant? Sauf que je doute que demain, il y ait un espèce de trophée des meilleurs tutoriels, parce qu'on ne trouve pas ça forcément très valorisant. Or, il y a un besoin énorme de la part des marques, et là j'appelle les agences, les médias et tous ceux qui travaillent sur le contenu à se mobiliser sur ce sujet. Il y a un besoin énorme de la part des marques de produire des contenus de type pragmatique, de type culture produit. Merci beaucoup, Daniel Baux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Brand Content stratégique, le contenu comme levier de création de valeur. Merci Monia.